Alors Fabien, c'est par vous que commence ce panel. Donc Myriad Connect, spécialiste de la technologie USSD, grâce à laquelle on peut accéder à distance à des services numériques avec un seul prérequis, avoir un téléphone. On dit que la tech africaine se développe et grâce aussi aux besoins, à des besoins devenus élémentaires. Et dans la préparation de ces panels, vous avez indiqué votre fierté de participer à l'inclusion digitale des pays, de la population des pays dans lesquels vous œuvrez. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les besoins que vous couvrez et en quoi consiste cette inclusion digitale? Super, merci. Bonjour à tout le monde, et puis merci de m'avoir invité. Donc, l'inclusion numérique, c'est un grand sujet sur le continent. Force est de constater qu'en Afrique, il y a encore 50% de la population qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas un smartphone, et donc qui ne peut pas accéder à des services digitaux de base, finalement. Sur la Côte d'Ivoire, je pense qu'on parle de 47% des Ivoiriens qui ont accès à cette technologie. Les chiffres varient, bien sûr, en fonction de qui compte. C'est un peu comme les grèves en France, en fait. Et donc voilà. Pour pouvoir combler ce vide, finalement ce fossé qui ne se comble pas assez vite, l'ONU a dit qu'il faudrait un investissement de 100 milliards de dollars et à un horizon 2030. Donc ça ne va pas assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle? Donc, nous, on utilise la technologie USSD. En fait, vous utilisez la technologie USSD. C'est une technologie qui est disponible sur tout téléphone. Donc, que vous ayez un téléphone de base ou un smartphone, etc. Et c'est une technologie que vous utilisez depuis des années pour les services des opérateurs mobiles. Et donc, les services, ça va être du top-up, ça va être les services individuel, mais c'est aussi et surtout le mobile money. Donc c'est première fierté vraiment de Myriad. Donc nous, on est les opérateurs mobiles à utiliser le canal USSD pour le mobile money dans une dizaine de pays. Et donc on est vraiment fiers de participer à ça. Deuxième fierté, c'est que la BCAO, la Banque mondiale, ont en fait poussé les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs à ouvrir ce canal pour l'inclusion financière, mais aussi pour l'inclusion numérique. Et donc cette deuxième fierté est qu'aujourd'hui, on peut, grâce un peu au travail qu'on a fait avec les opérateurs mobiles, ouvrir toutes sortes de services. Donc toutes les entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire peuvent aller chercher leur petit code court et finalement créer des services innovants qui vont toucher toute la population. Donc on fait ça au Sénégal, on fait ça au Mali, on fait ça en Côte d'Ivoire depuis très peu. Et je reviens de Kinshasa où on va commencer aussi. Donc vraiment une fierté de faire partie de cet écosystème et finalement d'améliorer la vie de tous les jours des gens. Merci. Moulay, donc Africrea. Donc c'est une place de marché en ligne spécialisée dans la mode et l'artisanat aux inspirations africaines. Vous êtes leader mondial de votre secteur. L'entreprise a démarré à Paris et puis vous vous êtes installé à Abidjan. C'est ça. Vous aussi, vous insistez sur la création de valeur et la capacité d'inclusion liée à la tech. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, donc déjà bonjour à tous et en complément de ce que Fabien a pu présenter, nous de notre côté on a la chance, comme vous l'avez dit, de travailler partout dans le monde. Donc on a permis aujourd'hui un peu plus de 15 millions de dollars de transactions dans 170 pays avec énormément d'Afrique et cette fois à l'export, ce qui est rare. Mais ce qui nous rend particulièrement fiers, c'est qu'on fait ça en étant au service de 80% de femmes entrepreneurs. Donc c'est ça la grosse distinction dans notre modèle, qui est assez rare en fait, je me rends compte pas seulement en Afrique, mais dans le monde en soi, si on regarde, de pouvoir avoir autant de femmes entrepreneurs qui performent à l'échelle mondiale. Et ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est qu'elles le font et elles contribuent derrière à l'emploi. Donc on a jusqu'à 9 personnes employées par vendeuse, donc plus de 10 000 emplois créés sur notre petite 5 années de vie déjà. Donc on est assez content de se dire que la tech peut permettre à tous et surtout à tous de pouvoir construire des choses d'envergure.
Et qu'au final, on a tendance souvent à l'Afrique francophone à nous limiter à l'Afrique francophone. Nous, on est assez fiers que mes principaux clients sont bien sûr en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout en Afrique francophone. Mais on a aussi des clients et des vendeuses qui expédient du Nigeria, du Kenya et de 47 des 54 pays africains. Impressionnant. Merci. Aurélien, alors vous avez quitté Orange en 2019 pour créer Bizao, une fintech dont le siège est à Paris et qui opère dans une dizaine de pays africains. Et vous avez un centre d'excellence IT à Dakar. Et dans la continuité de cette création de valeur, votre ambition est de digitaliser les paiements de l'économie réelle africaine. À quels enjeux répondez-vous ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question. Puis ravi de faire partie de ce beau panel. Donc, en fait, pour raconter ma petite histoire d'entrepreneur, ça a commencé par de l'intrapreneuriat, un truc un peu innovant en France et qui, j'espère, va donner aussi des idées en Afrique. En gros, c'est Orange qui m'a permis de créer ma start-up au sein du groupe pendant 2 ans. Et puis en 2019, mon business model était je vais aider les entreprises à accepter les moyens de paiement. Donc il y avait Orange Money évidemment en premier chef, mais il n'y a pas qu'Orange Money quand même. Il y a MTN Money, il y a Move Money, il y a vous les connaissez. Puis il y a Visa Mastercard. Donc le business model de Bizao voulait que je devienne indépendant. Ça s'est fait en bonne entente avec le groupe Orange. 2019, ça y est, je démarre ma vie d'entrepreneur. Et bon, en tant que Français, je connaissais un peu l'Afrique grâce à mon parcours chez Orange. Mais bon, voilà, j'ai quand même constitué un board de directeurs principalement africains. On a implanté nos filiales à Dakar, à Abidjan, à Douala, etc. On est présent dans une dizaine de pays aujourd'hui. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est réaliser une infrastructure de paiement pour les entreprises. Parce que tous ceux qui sont présents dans cette salle, et puis ceux qui ne sont pas venus pour la session cet après-midi, mais qui étaient là ce matin, ils ont tous le même problème. Il faut quand même accepter à un moment autre chose que du cash. Aujourd'hui, 90% des transactions, c'est du cash. Ça ne peut pas durer dans une économie où la plupart des gens qui ont un emploi stable arrivent à se payer un smartphone. Il y en a 50%, donc il y en a 50% en effet, Fabien, qui n'en ont pas, mais il y en a 50% qui en ont. Et donc eux, voilà, ils sont consommateurs de services digitaux, ils peuvent acheter des choses à distance, et les entreprises n'acceptent toujours pas les paiements digitaux. Donc ça, c'est un truc qu'on s'est dit, mais il faut le craquer. Donc on œuvre tous les jours là-dedans, et ça concerne tous les secteurs d'activité. Alors franchement, l'énergie, le transport, la santé, l'éducation, bref, on connaît tous ces secteurs. Et c'est assez passionnant de voir que le numérique au niveau des paiements peut complètement transformer l'économie. Alors on est une petite fintech, ok, mais on pense que toutes les petites fintechs mises ensemble, on va quand même changer énormément les choses en Afrique. Demain, voilà, on va faire comme au Kenya, et tout le monde pourra payer avec du mobile money, aussi bien dans la rue qu'en ligne, pour tous les biens et services. Donc c'est ça notre ambition. Merci beaucoup. Alors, Omar Cissé, donc vous avez créé InTouch au Sénégal en 2014. C'est un agrégateur de moyens de paiement et de services digitaux. Vous êtes présent dans plus de 10 pays et vous êtes concurrent avec Bizao. Voilà. Et vous êtes aussi cofondateur du fonds Teranga Capital en 2015 avec IEP. Alors, ma première question est, en tant que fondateur d'une start-up de la tech et puis cofondateur aussi d'un fonds d'investissement, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous avez apporté une solution au défi du financement et puis quelles sont les recommandations que vous pourriez faire à des jeunes entrepreneurs. Effectivement, nous avons eu la chance dans notre modèle d'être tombé sur un client qui a voulu que nous l'accompagnions dans son business. Très tôt, quand on a développé notre premier modèle, nous avons vu qu'un premier, en tout cas, la problématique ne concernait pas que les petits marchands, parce qu'au début, nous travaillions sur la problématique d'acceptation des paiements pour les petits marchands. Aujourd'hui, on en a 30 000 marchands qui utilisent notre solution, mais il y a aussi des grands groupes comme Total. Aujourd'hui, nous avons déployé en 2015 la première solution, c'était d'abord pour Total sur une station, puis Total nous a demandé de déployer sur tout Dakar, puis sur tout le Sénégal, et maintenant Total nous demande de déployer la solution dans 38 pays.
Bien évidemment, déployer la solution sur un pays, ce n'est pas la même chose que déployer dans 7 pays, qui était la première étape, puis dans 25 pays. Aujourd'hui, nous sommes dans 10 pays avec ce partenaire. Mais pour passer d'un pays à 10 pays, évidemment, il fallait que le client soit rassuré d'abord par la solution, rassuré au niveau technologique, au niveau de la sécurité. Et Total avait demandé à ce que la solution soit auditée. Et Total a fait recours à la première entreprise, l'entreprise qui est leader en Europe au niveau des transactions, du transactionnel, qui est Worldline, qui fut une filiale d'Atos qui aujourd'hui dépasse en termes de capitalisation boursière Atos d'ailleurs, pour l'information. Worldline est sorti d'Atos et Worldline est venu auditer la solution pour Total. Après l'audit de la solution, bien sûr, il y avait encore des choses à compléter. Worldline nous a accompagnés et à l'issue de cela, Total et Worldline ont demandé à investir dans l'entreprise pour nous accompagner dans le déploiement dans plusieurs pays. Donc, nous disons toujours qu'on a eu de la chance d'être tombé sur ces clients. Ils ont vu que nous répondions à un vrai besoin, qui est leur besoin aussi. Nous avions besoin de capitaux qui se justifiaient et le modèle était prouvé, parce que nous avions prouvé sur le Sénégal que nous savions rentabiliser le modèle. Et donc, il fallait le scale-up dans plusieurs pays. Et de manière plus globale, pour les entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds, je pense que ce qui est d'abord important, c'est de prouver qu'on a un modèle qui marche. Je donne toujours l'exemple, un exemple assez terre à terre. Par contre, ce n'est pas le seul modèle qui existe. Il y a des investisseurs qui investissent dans des entreprises comme Google. Google, comme vous le savez, YouTube, par exemple, a fonctionné pendant longtemps sans business model. Et le business model était basé que sur le nombre d'utilisateurs. Mais je dirais plus pour un investisseur classique que je connais plus, un investisseur classique chercherait à avoir une histoire simple à raconter. Et l'histoire simple, c'est quoi? C'est de dire, très souvent, l'investisseur préfère qu'on fasse le premier pas. En Afrique, et je pense qu'on partout dans le monde, ici dans la salle, on demandera à tout un chacun ici, chacun a un projet dans sa tête. La seule différence, c'est ceux qui ont fait le premier pas avec leurs propres moyens ou avec les moyens, ce qu'on appelle Friends, Full et Family. Les premiers moyens qui nous ont permis de démarrer. Ce premier pas est important. Une fois que ce premier pas-là est fait et qu'on arrive à faire une preuve de concept, la preuve de concept, elle n'est pas que technologique, elle est aussi sur le modèle économique. Si on arrive à montrer que ce modèle marche, ça veut dire que j'ai mis 100 francs, je montre qu'avec 100 francs, j'arrive à générer 10 francs. Je prouve à l'investisseur que si vous me donnez 1000 francs, j'arriverai à générer 200 francs. Mais c'est cette histoire-là qu'il faut arriver à raconter. Et quand on arrive dans le modèle classique qui se fait aujourd'hui avec les investisseurs à dire « moi, je génère 1000 francs tous les mois », un modèle simple est de dire « donc vous valez 1000 francs fois 12 fois 10 ». C'est 1000 francs sur un mois fois 12 mois fois 10 ans. Et on dit que c'est à peu près ça votre valeur et l'investisseur, en fonction de ce qu'il souhaite mettre dans l'entreprise, va prendre une partie du capital. Mais en tout cas, moi, si je dois conseiller à quelqu'un de vraiment travailler sur un modèle pour attirer des investisseurs, c'est vraiment de chercher à raconter cette histoire-là qui part de son historique et qui projette l'entreprise sur l'avenir. Merci Omar. Alors, Papamadou Ngom, des systèmes et des hommes. Donc, c'est une entreprise de services numériques qui accompagne les entreprises dans la modernisation de leurs fonctions support, en particulier RH et finance. Donc, en bref, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. Donc, vous accompagnez le développement de vos clients partout dans le monde. Vous avez l'objectif de bâtir un groupe international et vous nous avez dit que l'Afrique était une pièce maîtresse de votre stratégie. Pourquoi? Et puis, pourquoi Abidjan? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de faire partie de ce panel également. Effectivement, c'est une société que nous avons créée à Paris, qui a un peu plus de 30 ans maintenant, et qui s'est spécialisée. En fait, nous, on est convaincus que, quelle que soit la qualité de la stratégie d'une entreprise, elle ne peut pas être exécutée si les fonctions support ne sont pas correctement outillées. Et donc, on est persuadé qu'il faut transformer les fonctions de gestion des ressources humaines
qui ne se limitent pas qu'à la paye, les fonctions de gestion des ressources humaines, de gestion des talents, qu'il faut faire attention à la compta et à la finance, évidemment, mais il faut aussi penser aux achats, à la logistique, etc. Et donc, on a bâti un groupe de consultants avec l'idée de dire on va accompagner les entreprises dans cette démarche-là, avec un positionnement en France très axé sur les très grands groupes. Parce que c'était un peu notre spécificité et parce qu'on pensait que, bien qu'étant petits, ces grands groupes-là auraient besoin à un moment donné d'un niveau de performance et d'agilité qui pourrait nous permettre de faire la différence. Et donc on a réussi à faire ça, et il se trouve que sur notre plan stratégique 17-20, on devait commencer à s'installer en Afrique. Il se trouve qu'en 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc on a décalé d'un an notre présence sur le continent et on le démarre tout juste maintenant. Donc en commençant par la Côte d'Ivoire, effectivement. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire ? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons purement rationnelles. Je pense qu'on a entendu quelques chiffres ce matin qui sont assez éloquents. C'est 40% de la richesse produite en zone UEMOA. C'est sur les classements Doing Business, c'est un pays qui a énormément progressé sur ces dernières années. Je pense qu'ils sont passés de la 142e à la 110e place rien que sur les 5 dernières années. Bref, c'est une... Et moi, à chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire, en fait, je sens ce dynamisme-là. C'est-à-dire que je sens qu'il y a l'énergie, l'envie, la qualité des entrepreneurs qu'on a entendu tout à l'heure. Donc tout ça nous conforte dans l'idée que la Côte d'Ivoire est un bon pays pour démarrer. Et en plus, il y a un point dont on ne parle pas toujours, mais moi qui me tient à cœur, parce qu'on pense dans notre entreprise que c'est quelque chose d'important. Je perçois un peu la Côte d'Ivoire comme un carrefour. C'est-à-dire que je suis toujours, mais très agréablement surpris de la diversité de la population qu'il y a en Côte d'Ivoire, du fait qu'ils ont donné la chance à tout le monde de pouvoir s'installer et entreprendre. Et c'est des choses, sont des valeurs qui pour nous, au sein des systèmes et des hommes, sont des valeurs importantes. De la même manière que je perçois la France comme un carrefour, je perçois la Côte d'Ivoire comme un carrefour. Donc ça, ce sont les éléments qui nous poussent à venir d'abord en Côte d'Ivoire, mais on a prévu d'être au Maroc, on a prévu d'être au Kenya, et alors, on a prévu d'être au Sénégal, mais là, c'est aussi parce que je suis né et j'ai grandi au Sénégal. J'ai passé le plus clair de mon temps en France, hein, mais il se trouve que je suis né au Sénégal et j'ai grandi au Sénégal, et donc j'ai fatalement un attachement à ce pays. Et en plus, il y a aussi des choses très intéressantes qui se passent au Sénégal. Nous, on est aussi très intéressés à accompagner. Alors évidemment, on sait très bien qu'en venant travailler avec des compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, on ne vient pas travailler avec AXA. Ce n'est pas la taille d'AXA, on ne trouvera pas d'entreprise à 195 000 salariés comme AXA est notre client en France. Néanmoins, on voit sur le continent beaucoup d'entreprises qui ont des ambitions sous-régionales, qui ont des ambitions continentales, voire mondiales. Et nous, c'est ces entreprises-là qui nous intéressent, parce qu'on pense qu'elles vont avoir la volonté, elles l'ont déjà, mais le besoin de se structurer, de se mettre sur des normes de gestion internationale. Et l'expérience qu'on a acquise avec des grands groupes qui nous ont appris beaucoup de choses dans l'industrie, des gens comme Engie, dans le bâtiment, des gens comme FH, comme Colas, comme Vinci. Les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien nous ont appris un certain nombre de choses, et donc l'idée, c'est vraiment de créer en Afrique des plateformes qui soient capables d'embaucher, de développer des compétences au même niveau que celles que nous avons en France. Donc ça veut dire qu'on a la ferme intention d'investir énormément sur la formation de nos collaborateurs, mais surtout de leur permettre de travailler sur des projets internationaux. Parce que notre vision, c'est que la plateforme africaine doit être comme la plateforme française, et les équipes en Afrique doivent pouvoir travailler sur des projets en Europe et les équipes en Europe sur des projets en Afrique. Parce qu'on pense que c'est comme ça aussi qu'on va cross-fertiliser et permettre l'émergence de consultants de qualité. Et nous, on n'a pas d'usine, on a des gens, donc on investit énormément sur les gens. Voilà. Formidable, merci. Alors Moulay, on a beaucoup parlé de partenariat ce matin, et justement vous avez fondé en partie votre développement sur les partenariats.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous parler des facteurs clés qui vous ont aidé à réussir? Alors, notamment, on a mis en place un partenariat avec DHL, que tout le monde ici doit connaître, et Visa, qui sont les deux gros partenaires que l'on a en termes de services que nous offrons aux vendeurs. Ces services vont d'ailleurs plus loin que la marketplace Africrea et les accompagnent sur tous leurs canaux de vente, que ce soit les réseaux sociaux, leur site personnel ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a un service qui s'appelle Anka.Africa, donc ANKA, avec lequel on a créé avec DHL en fait un service unique où on peut expédier maintenant de n'importe quel pays africain en ligne, payer en ligne et expédier, on va dire, moins cher que partout ailleurs. Par exemple, expédier de Côte d'Ivoire vers la France jusqu'à 2 kilos, ce n'est que 18 €. Donc c'est même moins cher que d'autres parties du monde, et expédier aux États-Unis est moins cher maintenant de Côte d'Ivoire que ça l'est de France. Et ça stimule forcément beaucoup de réflexion derrière, parce qu'on a des entrepreneurs en France qui souvent produisent en Afrique et jusqu'à maintenant devaient toujours faire des pivots et perdre beaucoup d'argent dans ces mouvements logistiques. Et on a pu, on va dire, en mutualisant les énergies, parce qu'au final, nous, on n'était qu'une petite start-up. Quand je suis venu voir DHL, les premières fois dans chacun des pays, ils m'ont dit, bon, si tu réussis à faire 300 expéditions, ce sera très bien, je te donnerai un meilleur prix. Lorsque je suis revenu 6 mois après en ayant fait 1000 expéditions, ils étaient un peu surpris. Donc forcément, ça crée une discussion qui va plus loin maintenant que juste les tarifs. Et je pense que c'est ça le point principal que nous, on peut démontrer à notre petite échelle à Africrea. C'est que en fait, les startups ne sont pas juste là pour s'occuper de clients négligés ou de petits aspects d'inclusion. Il y a un peu une sensation que j'ai eu beaucoup de se dire « Ah, eux, ils vont faire ce que nous, on n'a pas envie de faire ». Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils voient les chiffres qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, on est le plus gros exploitateur d'e-commerce en Afrique avec DHL, au contraire, maintenant, c'est eux qui sont demandeurs de qu'est-ce que nous, on voit sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer. Donc, je pense qu'on n'est sûrement pas les seuls. Je suis celui qui est là aujourd'hui et j'essaie de me faire porte-parole de ce que je peux voir sur le terrain. Je pense qu'on a aussi ici un beau panel de gens qui ont bousculé à leur échelle des grands groupes et les ont aidés à, je pense, voir différemment les choses. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'un partenariat, ce n'est pas juste quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, c'est chacune des deux parties qui apprend l'une de l'autre. Merci. Eh ben, vous allez voir que ça va résonner avec la vidéo, avec les propos de Cédric O. Je vous propose de regarder une vidéo de notre secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, donc le secrétaire d'État de la République française. Et il a souhaité nous saluer et nous transmettre un message. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de participer à cet événement si spécial, Inspire et Connect africain, organisé par les équipes de BPI France, bien connues ici dans l'écosystème technologique français, et dont je salue d'ailleurs le partenariat avec Vivatech. Je suis très heureux également d'avoir à le faire aux côtés de mon collègue Franck Riester, qui est extrêmement engagé dans la promotion des liens économiques de la France avec l'étranger, et particulièrement des liens économiques de la tech française avec l'étranger. On le voit, la France et l'Afrique ont des défis communs dans cette question de la tech. Des défis qui consistent à trouver leur voie d'innovation face à d'autres modèles, les modèles américains, les modèles chinois, qui ne sont pas totalement les leurs, et à faire en sorte de stimuler sur leur sol leur écosystème entrepreneurial. La France, depuis quelques années, met énormément d'énergie sur ce sujet de l'écosystème entrepreneurial de la tech en France, notamment évidemment avec le rôle absolument central de BPI, et l'Afrique est en train d'être un des continents où le dynamisme de l'écosystème est extrêmement intéressant, avec l'émergence des premières licornes africaines, avec le développement d'un certain nombre d'outils extrêmement innovants, parfois même sautant un certain nombre d'étapes par lesquelles les pays occidentaux sont passés, notamment, on le sait, par exemple, dans les fintech, et développant un écosystème africain, à la fois d'ailleurs dans la maturité de la consommation, mais également dans l'émergence d'entreprises extrêmement intéressantes, tant d'ailleurs en Afrique de l'Est que de l'Ouest. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons absolument plus coopérer que ce que nous faisons encore aujourd'hui. C'est un élément sur lequel le président de la République est extrêmement attentif, que la France et l'Afrique puissent ensemble, les entrepreneurs africains et les entrepreneurs français, les acteurs institutionnels français et les acteurs institutionnels africains, les gouvernements aussi, dans le dessein de la régulation et la capacité à trouver ce juste milieu entre innovation et innovation tournée vers l'humain. Nous avons à beaucoup plus coopérer entre nos deux écosystèmes. J'espère que
nous pourrons porter ce thème encore très haut pendant les années à venir. En tout cas, je veux féliciter les organisateurs de cet événement aujourd'hui. Je pense qu'il en faut beaucoup d'autres et vous pouvez bien sûr compter sur cet atout absolument incontournable que sont les nombreuses communautés French Tech partout en Afrique, ces entrepreneurs, ces entrepreneuses françaises qui innovent, créent de l'emploi, créent de la valeur en Afrique et puis tissent un lien si particulier entre la tech africaine et la tech française. À bientôt. Voilà, donc Aurélien, donc Cédric O nous appelle à coopérer davantage entre Français et Africains parce qu'on a des défis communs et en particulier celui de stimuler notre écosystème entrepreneurial. Et vous avez vous-même insisté sur la nécessité de développer les coopérations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Bizao parce que nous-mêmes, on est une entreprise qu'on pourrait qualifier de métisse, dans le sens où 80% des employés sont en Afrique, même si l'idée, on va dire, a été originée en France. Tous nos recrutements aujourd'hui sont à Dakar, Douala, Abidjan, Kinshasa. Et notre culture d'entreprise, elle n'est clairement pas française. Elle est inspirée par les gens qui nous ont rejoints. Et pourquoi on a fait ce choix de mettre par exemple notre centre IT à Dakar, alors que la plupart des boîtes françaises embauchent des développeurs soit en France, soit en Europe ou au mieux, on va dire en Asie. Parce que nous, voilà, notre business, il est en Afrique. On s'est dit, il faut qu'on donne aussi une opportunité. On n'est pas là pour générer du business et le ramener en France, on est là pour construire une histoire africaine en fait. Et du coup, une de mes associées, donc Natacha Dimban, qui est franco-togolaise et qui est notre directrice technique, a fait ses études à Dakar avant de les faire aussi à Centrale Lyon, et donc elle a constitué toute l'équipe technique à Dakar. Ensuite, on a mis les équipes produits, marketing et sales plutôt à Abidjan, puis maintenant il y en a un peu partout. Et voilà, on continue comme ça en fait de faire des embauches essentiellement sur le continent africain, vraiment très marginalement à Paris. Mais en même temps, à Paris, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré un lien de proximité évident avec le capital, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des fonds d'investissement qui se créent en Afrique, et Omar avait justement été un des instigateurs de cette tendance de fonds d'investissement africains, eh bien, voilà, les fintech et les autres entreprises, les autres startups en Afrique lèvent des fonds en très grande majorité à l'étranger. Donc pour nous, c'est quand même aussi bien d'être une entreprise française implantée à Paris pour lever des fonds. Et puis aussi parce que Paris est une des places clés de la fintech en Europe, d'autant plus avec le Brexit qui fragilise un peu nos amis londoniens, donc c'est pas pour nous déplaire. Et donc il se passe plein de choses pour la fintech à Paris. Il y a le Paris Fintech Forum, il y a énormément de boîtes qui se sont créées. Il y a peut-être 400 fintech en France. Donc ça nous permet d'être dans un écosystème aussi foisonnant d'innovation, dans lequel on puise des talents et des idées, voire des partenariats. Et ensuite, ces idées, ces talents nous permettent d'innover en Afrique. Donc on voit des ponts de coopération évidents. Maintenant, il aurait été impensable de créer cette boîte et de la gérer uniquement depuis Paris, parce que le produit, le marketing, les sales, c'est ici. C'est en Côte d'Ivoire, pour toute la sous-région, parce qu'il faut qu'on soit au contact de nos clients, qu'on les comprenne. On ne peut pas faire ce type de démarche commerciale depuis Paris. Et en même temps, encore une fois, on se retrouve face à des grands groupes français qui ont des filiales en Côte d'Ivoire et dans tous les pays de la sous-région, mais dont le siège est à Paris. Donc là, c'est encore assez intéressant pour nous parce qu'on a les pieds des deux côtés. Et donc je pense qu'il y a vraiment des ponts à créer, que ce soit sur des filières académiques, de recherche, sur la formation, et puis sur l'investissement, la collaboration entre les startups. J'espère que peut-être avec l'assistance de BPI et d'autres, on pourra davantage prospecter auprès des entreprises françaises, des startups, pour créer des collaborations avec les startups africaines, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, et puis nous, on le vit au quotidien, on voit que c'est possible, et bon, là, on encourage fortement cette dynamique. Merci. Donc Omar, donc Aurélien vient bien sûr de pointer un des sujets du financement de la tech en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que justement les investisseurs commencent un petit peu à se réveiller et commencent à avoir de l'appétit pour ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ?
Oui, effectivement, on le voit, l'investissement dans les startups globalement se développe de plus en plus parce que l'écosystème est de plus en plus favorable dans le sens où si vous voyez comment est structurée la chaîne de l'investissement, c'est à différents niveaux des outils différents. Selon moi, ça passe d'abord, comme je disais, par l'amorçage ou en tout cas les fonds qu'on peut lever comme on peut, les business angels qui viennent après, les petits fonds d'investissement, les venture capitalistes après, plus tard. Et on sent qu'en Afrique, c'est en train de se structurer. Cette chaîne est réellement en train de se structurer. Et les nouveaux outils aussi que l'on voit, notamment par exemple au Sénégal, avec ce que M. le ministre ici présent fait, dans l'appui des startups. Je pense que la première année, il avait investi dans le domaine du numérique 1 milliard de francs CFA. Au bout à l'évaluation, il a mis 3 milliards de francs CFA. Il s'est proposé de mettre 3 milliards de francs CFA l'année qui suit. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il met, mais juste avec les boîtes que nous, on accompagne, en tout cas qui distribuent nos solutions, rien que chez nous, à InTouch, il met 500 millions pour ces boîtes, pour dire l'échelle à laquelle on est arrivé. Et je pense aussi que les investisseurs étrangers vont de plus en plus miser sur l'Afrique. Quand vous voyez les licornes, je pense que c'est le secrétaire général, le secrétaire du numérique plutôt, on parlait tout à l'heure, il disait que de plus en plus, on voit des licornes venir. Les premières licornes qu'on a vues en Afrique se sont faites en une quinzaine d'années. Quand on parle de Fauri, quand on parle de InterSwitch, ça a pris 15 ans. Les dernières licornes qu'on voit le font en moins de 5 ans. Quand on parle de OP et autres, on parle aujourd'hui de quelques 6 licornes qui sont en Afrique. Et les dernières licornes qu'on a vues, c'est des licornes qui se sont faites en moins de 5 ans. C'est une question d'échelle. Je pense qu'on arrive dans des business models où on peut se permettre de créer une start-up, comme Aurélien le disait tout à l'heure, en France ou en Côte d'Ivoire, et de scale-up en 2 ans, couvrir toute l'Afrique. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui n'était pas forcément aussi facile à faire il fut un moment. Et donc, naturellement, nous attirons plus d'investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique. Il faut dire que pour un investisseur qui met son argent dans une boîte qui lève 1 million d'euros, c'est plus de travail même parfois que de mettre 100 millions d'euros dans une boîte. Et maintenant que les investisseurs savent qu'ils peuvent, même si ce n'est pas leur cible, ils peuvent parfois commencer par 1 million, 2 millions d'euros et être là quand l'entreprise aura besoin de 100 millions d'euros, il y a maintenant plus d'appétit parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont ce potentiel et c'est là que notre écosystème devient intéressant. Mais oui, je pense que de plus en plus, nous allons attirer des financements et rien qu'en 2020, je pense que plus d'1 milliard de dollars ont été investis en Afrique. C'est énorme dans les startups. C'est une très bonne nouvelle. Fabien, de votre côté, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le modèle de développement de Myriad Connect ? Oui, alors le modèle de développement de Myriad Connect se fait tout d'abord par partenariat avec les opérateurs mobiles. Donc on a un partenariat avec les opérateurs mobiles sur tout le continent. Et de plus en plus, en fait, avec des partenariats avec des startups locales et aussi avec un recrutement local. Je pense que pendant très très longtemps, on s'est dit que finalement, on pouvait gérer un peu tout de Paris, d'envoyer des gens de Paris de temps en temps, de faire un peu de business, de revenir, et puis ça nous suffisait. Et si j'ai un conseil à donner aux entreprises françaises qui veulent faire du business en Afrique, ou plus de business en Afrique, c'est vraiment de s'établir, d'utiliser le talent qui existe ici. Et utiliser le talent qui existe ici, ça se fait sous différentes façons. Donc nous, on a ouvert notre premier bureau à Dakar l'année dernière. Maintenant, on a un très beau bureau qui gère vraiment toute la partie technique, la partie support, relations clients, etc., dont on est très très fiers. Donc ça peut être un talent comme ça. On vient d'ouvrir aussi notre présence commerciale en Côte d'Ivoire. Et j'apprends tous les jours. Il faut vraiment utiliser le talent des gens ici.
Et puis ça se fait aussi sur des partenariats avec des startups. Donc, et c'est là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Donc on a fait un partenariat avec une startup au Mali. Et on apprend, on se challenge, on apprend de tous les deux. Et c'est ce genre de partenariat qui fait que ça fait évoluer la startup, ça nous fait évoluer. Et c'est vraiment win-win. Donc là, c'est vraiment une approche à essayer de répliquer. C'est vraiment partenariat, c'est vraiment un mot-clé qu'on retrouve chez chacun d'entre vous dans vos modèles de réussite. Je pense que ça, il faut vraiment le noter. Papa Madou, alors vous, est-ce que vous pourriez nous donner un peu le profil de vos clients africains? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, et puis nous dire où en est tout simplement la digitalisation des PME en Afrique. Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, si vous le permettez, je vais peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Vous savez, moi j'ai constaté sur les dernières années qu'il y avait toujours un discours sur les relations entre la France et l'Afrique, c'est du dépassé, de l'ancien monde, de patati et de patata. Moi, quand j'assiste à un événement comme celui-là, je me dis, les gens qui le disent ne voient pas ce genre d'événement. Parce que là, on voit bien que la relation entre l'entrepreneur en Afrique, l'entrepreneur en France, il se trouve que BPI est à l'origine de la démarche, mais on voit bien que la relation est une relation d'égalité. Je pense que InTouch veut venir s'installer en France, mais elle a toutes les capacités, tout le savoir-faire et les connexions nécessaires pour le faire. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être dans une dynamique où finalement, alors c'est peut-être aussi facilité par le fait que je suis d'une certaine manière des deux cultures, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se retrouver dans une démarche où en fait, chacun apprend de l'autre. Chacun peut apporter quelque chose à l'autre et chacun peut apprendre de l'autre. Je ferme la parenthèse, pardon, ce n'était pas la question que vous me posiez, mais pour répondre à votre question, en fait, si vous voulez, nous, aujourd'hui, on est 250. Dans les 4 ans qui viennent, on aura doublé de taille en France et on sera près de 300 en Afrique. Donc on sera à peu près 800. Et on le pense et on l'a prévu dans nos business plans parce qu'on pense qu'il y a un énorme marché. Évidemment, les entreprises commencent à être équipées. Évidemment, les entreprises ne nous ont pas attendus pour se digitaliser sur le continent. Mais on pense qu'il y a une... Moi, je pense qu'on est vraiment dans le point d'inflexion, en fait, où les entreprises se rendent bien compte d'abord qu'elles ont le potentiel de compétir à l'échelle internationale. Et que pour compétir à l'échelle internationale, il faut se mettre sur des normes internationales. Et que cette digitalisation, d'une certaine manière, est une espèce d'accélérateur de la mise aux normes. Donc je pense que dans les PME aujourd'hui, alors ça dépend beaucoup des secteurs, hein, il y a des secteurs extrêmement digitalisés parce que les secteurs auxquels Bizao, InTouch s'intéressent sont des secteurs qui évidemment sur ces sujets-là ont pris un peu d'avance. Dans l'économie traditionnelle, je dirais, les brick and mortar, il y a des choses qui se passent également. Il y a des choses qui se passent parce que, encore une fois, c'est toujours la même chose. Vous ouvrez le jeu, vous donnez la possibilité aux gens de venir et de partir, et vous vous rendez compte que finalement, vous créez le terreau de l'innovation, du développement, de la digitalisation, etc. Donc on pense que le marché est devant nous, évidemment, bien qu'il y ait des choses qui se passent, et on a extrêmement, non seulement envie, mais on est absolument convaincu qu'on a une place à jouer dans ce jeu-là. Voilà. Très bien, merci. Alors, il nous reste un peu de temps. Est-ce que il y a un point que vous souhaiteriez aborder? Je vois, allez-y. Oui, je voudrais continuer sur ce thème parce que la digitalisation des PME, c'est justement un des gros enjeux de compétitivité et puis d'extension des marchés. Parce que quand une entreprise n'est pas digitale, ça veut dire que son marché est essentiellement son marché domestique. Quand on vend des biens et services, ça veut dire qu'on va par exemple vendre en physique, on va réceptionner un paiement en cash. Donc ça demande une logistique importante, ça demande beaucoup de force de travail et donc des coûts importants. Et donc ça grève un peu la productivité de l'entreprise, sa compétitivité.
face à des entreprises qui sont mondialisées et 100% digitalisées. Donc, il est extrêmement urgent et aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment au point, je trouve, dans la région. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, mais la question ne se pose même plus, en fait. C'est-à-dire, on a vu avec le Covid, nombre d'entreprises se retrouvaient avec des employés à domicile, que ce soit en France ou partout dans le monde. Hein. Pour le coup, ça a mis tout le monde au même niveau. Et les employés à domicile, comment on fait? Alors, d'un seul coup, il faut digitaliser l'entreprise pour collaborer à distance. Ça a été un casse-tête pour tout le monde. Alors, peut-être que les startups s'en sortent un peu mieux parce qu'on est plus agile, un peu plus digital, mais enfin, c'était quand même pas simple. Et puis après, les clients eux-mêmes ne venaient plus dans les magasins parce qu'ils étaient en lockdown, etc. Donc, comment on fait? Ah oui, d'un seul coup, ça serait peut-être pas une si mauvaise idée d'avoir un site web et de vendre en ligne. Et ben voilà. Donc, du coup, la prise de conscience s'est faite. Maintenant, il faut passer à l'action. Les entreprises, les PME africaines doivent se digitaliser à toute vitesse, à moindre coût. Donc il faut des solutions qui leur permettent d'avoir des sites web super standards avec des CMS, ce genre de choses. On ne va pas demander à faire des développements custom. Mais derrière, ça leur permet d'adresser la même clientèle qu'avant en 24/7 et puis d'aller chercher tout le territoire national. Et puis après, on voit la cartographie. En fait, on a beaucoup de petits pays. Désolé, enfin, je veux dire, c'est pas le Nigeria, par exemple, est un gros pays, on va dire. La Côte d'Ivoire est un moyen pays, et puis le Libéria va être un petit pays. Bon, il y a beaucoup de petits pays, notamment sur la côte. En fait, c'est des marchés assez similaires quand même. Enfin, on est présent dans tous ces marchés, notamment avec Omar. Eh ben, on voit bien que c'est des dynamiques similaires. Donc, en fait, une entreprise ivoirienne, elle peut très bien vendre exactement le même produit de façon digitale dans toute la sous-région. Et donc, d'un seul coup, son marché, ce n'est pas 15-20 millions d'habitants, c'est 100, 150. Puis après, pourquoi pas franchir le fameux fossé anglophone-francophone, donc on connaît tous, et puis aller vendre au Ghana, aller vendre au Nigeria, aller vendre même en Afrique du Nord. C'est un enjeu énorme, la digitalisation, qui va avec les zones de libre-échange qui sont en ce moment en train d'être mises en place. Et ça peut libérer le potentiel des PME africaines de manière énorme. Nous, évidemment, on y voit aussi un intérêt en tant que FinTech parce qu'on est là pour les accompagner, mais on pense que c'est, et je rejoins un petit peu ton point, on est à un point d'inflexion, le Covid étant un peu un catalyseur de la compréhension de ce problème. À quoi ça sert? Ça sert à avoir des clients à distance, ça sert à avoir des clients nuit et jour, ça sert à avoir des clients le week-end. Ça fait plus de business pour plus ou moins les mêmes coûts. Donc voilà, c'est l'équation, je pense, maintenant, elle est connue de tout le monde. C'est clair. Bien sûr. Attends, je vais te... On a le too big to fail pour les États. Ici, on a le too small to grow. To grow. Comme à Bizao, Touch, et des systèmes et des hommes peuvent créer des synergies pour avoir plus de ressources, cibler plus de tailles de marché, aller sur toute l'Afrique francophone. Omar sourit parce qu'il sait que j'ai ce combat avec les startups au Sénégal. Chacun vient me voir, je veux 50 millions, je veux 10 millions, je veux 20 millions, je veux 30 millions. Je dis non, mettez-vous ensemble, venez, je vous donne 1 million d'euros. Effectivement, cette question ne me surprend pas du tout de Monsieur le ministre. Je sais qu'il travaille beaucoup sur ces sujets, notamment avec des startups que nous accompagnons. Je sais que c'est un sujet qui est sur la table. Et je pense qu'il a raison. À un moment donné, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'échelle. Nous sommes obligés de travailler à atteindre cette échelle qui puisse faire que nous puissions non seulement pouvoir résister au choc. Hein, nous sommes start-up, mais nous grandissons. Mais cela nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. On sait qu'aujourd'hui, tout est à faire. Tout est à faire et nous avons la chance d'être là maintenant. Mais ce qui arrive demain, c'est d'autres qui sont beaucoup plus gros que nous. Tout le monde cible l'Afrique, tout le monde est en train de venir. Demain, mon concurrent, je le disais d'ailleurs, notre marché est tellement grand que moi, en tout cas, je ne me souviens pas avoir croisé Bizao chez un client où on s'est disputé un marché. Je ne me souviens pas. Le marché est grand pour le moment et on a quelque chose à apprendre. Demain, je pense que mon concurrent, ça ne va pas être Bizao, ça va être Apple Pay, ça va être WhatsApp, ça va être WhatsApp pour même ceux qui a la plateforme, Alipay qui vont venir. Ce sont eux qui vont être nos concurrents, qui vont venir avec des milliards de dollars. Nous, on parle de millions d'euros qu'on lève, ils vont venir avec des milliards.
comment on va résister à cela? Je pense que c'est une vraie question, mais elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple dans le sens où on a beau avoir les chiffres que nous faisons aujourd'hui, nous sommes quand même dans un état de survie, il faut le dire. Quand on est start-up, on peut se dire que tous les jours, on peut disparaître, tellement que les choses évoluent vite. On est dans un environnement où tu peux avoir sur une ligne de produits 80% de part de marché, le lendemain, te retrouver avec 20%. C'est très facile. Regardez le combat aujourd'hui entre Wave et Orange dans les différents pays. Qui aurait dit que Wave aurait pris autant de parts de marché en moins d'1 an à Orange dans certains pays? Ça évolue très vite. Et donc, il y a une course contre la montre. Et il y a une question de taille en gardant l'agilité, mais elle n'est pas simple, cette équation. Il faut qu'on continue à y réfléchir. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais enfin, moi, je pense que d'abord sur le fait que les startups sont en mode survie, toutes les entreprises sont en mode survie, à vrai dire. Hein. Je pense que les choses vont tellement vite que tout le monde peut disparaître aussi vite que son voisin. Mais je pense que ce qui est important, c'est de créer l'environnement de la coopération. En fait, c'est faire en sorte que les gens se rencontrent et se connaissent. Parce que, quoi qu'on dise, il y a plein d'entrepreneurs dans tous ces territoires, les gens ne se connaissent pas forcément. Donc, il faut que les gens puissent se rencontrer. Je pense que des forums comme ceux-là sont intéressants de ce point de vue-là, parce que les gens se rencontrent. Il faut créer les conditions aussi où le financement peut arriver dans des conditions optimum. D'accord ? Et puis créer les raisons de la coopération sur du business pur, c'est-à-dire qu'on peut chacun avoir une entreprise sur des secteurs parfois similaires, parfois avec un peu d'overlap, mais pas forcément, et créer les occasions de coopérer ensemble et de faire ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui va renforcer les uns les autres, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir public peut faire une chose. C'est aussi avoir tendance à orienter la commande publique sur les startups locales. Parce que je pense qu'avant d'avoir besoin d'argent, on a besoin de clients, en fait. Et que c'est peut-être plus compliqué en ce moment de trouver des clients que de trouver de l'argent. Donc ça aussi, ça peut aider de mon point de vue, hein, encore une fois, à faciliter et favoriser le développement le renforcement, parce que c'est essentiel. Ça va tellement vite que si on ne grossit pas assez vite, bah, on va disparaître, quoi. Merci. C'est le dernier mot ou... Oui. Non ? Ok. Bah, écoutez, maintenant, je vous propose de regarder une dernière vidéo. Il s'agit de Julie Ranty, qui est DG de Vivatech. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à quelques jours seulement de l'ouverture de Vivatech, qui prendra cette année un format hybride, à la fois en présentiel à Paris, à la porte de Versailles, mais également en ligne, accessible dans le monde entier. La tech africaine, vous le savez, c'est une thématique que l'on traite depuis quasiment notre création. Depuis 2017, on a lancé un programme qui s'appelle Africa Tech et qui vise à créer des ponts pour connecter les écosystèmes africains et européens, pour nouer des partenariats entre grands groupes et start-up des deux continents, et qui vise à valoriser l'extraordinaire dynamisme des start-up africaines. Cette année encore, on aura le plaisir d'accueillir des délégations à la fois en physique ou en digital de pays iconiques de la scène tech africaine. C'est le cas de la RDC, c'est le cas du Maroc avec le soutien de l'OCP ou encore de la Tunisie qui seront là. Mais c'est également au travers des témoignages de certains grands speakers africains qu'on pourra mesurer non seulement les enjeux qui se présentent devant le continent aujourd'hui en matière d'innovation, mais aussi les extraordinaires avancées qu'on a pu constater ces dernières années. On aura notamment le plaisir d'accueillir Maktar Diop, donc le directeur général de l'IFC, Nena Wakanma, qui travaille à la fondation World Wide Web, ou encore Tunde Kehinde, l'entrepreneur iconique qui a créé Jumia, qui est la première licorne africaine, et qui a ensuite cofondé cette start-up, cette fintech qui s'appelle Lydia, et qui est consacrée au paiement aux petites et moyennes entreprises. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver à Vivatech aux côtés de ces nombreuses innovations africaines pour encore une fois célébrer et mettre en lumière l'extraordinaire potentiel de la tech en Afrique. Merci à tous et à très bientôt.
À vous 5. Merci.